de m'installer. Voilà. Alors, donc bonjour à tous, mesdames et messieurs. Alors, je me représente. Donc, je m'appelle Aloïse Ken. Je suis membre junior de l'Institut universitaire de France et maître de conférences en droit privé à l'université d'Évry-Paris-Saclay. Spécialiste de droit de la bioéthique et de droit animal, j'ai été la première lauréate à recevoir en 2014 le prix de droit de la Fondation Droit Animal, Éthique et Sciences. Je suis par ailleurs fondatrice et directrice de la clinique juridique One Health, Une Seule Santé de l'Université Paris-Saclay depuis 2020 et j'ai notamment créé un cours de droit des animaux et de la nature au sein du Master 2 droit de la santé et des biotechnologies au sein de l'Université d'Évry. Alors, la devise de la chaire Normandie pour la paix est la suivante. Nous aurons la paix sur terre lorsque nous serons en paix avec la terre. Il convient de rappeler que l'homme n'est pas le seul être vivant à habiter la planète Terre, et pour préserver la qualité de vie, voire la vie, des générations futures, il doit réapprendre à coexister en harmonie avec l'ensemble du vivant. L'article 1er de la Charte de la Terre, adopté en 2000, dont plusieurs États se sont inspirés pour réformer leur constitution, comme l'Équateur, dispose que, alors je cite, « reconnaître le lien d'interdépendance entre tous les êtres vivants ainsi que la valeur de toute forme de vie, quelle qu'en soit son utilité pour l'être humain. » Je tiens ainsi à souligner en préambule que la sollicitude à l'égard des animaux et la défense des êtres vivants non humains n'est en aucun cas un frein à la sollicitude et à la défense des êtres humains. Au contraire, très souvent d'ailleurs, ceux qui luttent contre la cruauté envers les animaux sont les mêmes qui luttent envers la cruauté faite aux êtres humains. Romain Rolland, prix Nobel de littérature en 1915, qui chercha sa vie durant un moyen de communication et de communion entre les hommes, animé par un idéal humaniste et la quête d'un monde non violent, a dit « La cruauté envers les animaux, et même déjà l'indifférence envers leur souffrance, est à mon avis l'un des péchés les plus lourds de l'humanité. Il est la base de la perversité humaine. Si l'homme crée tant de souffrances, quel droit a-t-il de se plaindre de ses propres souffrances ?» Pour appuyer en ce sens, la Déclaration universelle des droits de la Terre-Mère, adoptée le 27 avril 2010, lors de la conférence mondiale sur les changements climatiques et les droits de la Terre-Mère en Bolivie, affirme dans son préambule que pour garantir les droits humains, il est nécessaire de reconnaître et de défendre les droits de la Terre-Mère et de tous les êtres vivants qui la composent. Il aurait donc été inconcevable de ne pas intégrer au programme de la chaire Normandie pour la paix la protection des autres animaux. Je précise bien des autres animaux, car l'homme est lui aussi un animal, même s'il a parfois trop souvent tendance à l'oublier. Pourtant, ainsi que l'a rappelé ma collègue Émilie Gaillard, la thématique de cette ligne de recherche n'allait pas de soi pour certains acteurs il y a 4 ans. Je suis donc très heureuse de participer aujourd'hui à la cérémonie de clôture de la chaire Normandie pour la paix, au sein de laquelle j'ai eu l'honneur et le plaisir d'assurer seule la direction de la ligne de recherche intitulée « Vers la reconnaissance de droits aux animaux » afin de proposer une présentation générale de cette ligne de recherche et du contexte juridique, mais également d'en dresser le bilan scientifique. Alors, je vais lancer le diaporama, s'il vous plaît. Voilà. Alors, parce que notre vision du monde change et que les connaissances scientifiques ne cessent d'évoluer, j'ai voulu relayer à l'échelle internationale cette nécessité impérieuse de respecter juridiquement les êtres non humains.
Pour ce faire, j'ai souhaité que les travaux réalisés au sein de la ligne de recherche vers la reconnaissance de droits aux animaux soient placés sous le haut patronage de Jean-Paul Costa, ancien président de la Cour européenne des droits de l'homme, que j'avais rencontré en décembre 2014 lors de la cérémonie de remise de mon prix de droit par la Fondation Droit Animal, Éthique et Sciences, et dont il était membre du comité d'honneur. Il m'a fait la joie d'accepter et a préfacé les 2 ouvrages collectifs qui ont été publiés sous ma direction. J'ai malheureusement eu la tristesse, et c'est encore assez douloureux, excusez-moi, d'apprendre que M. Costa était décédé brutalement. Excusez-moi. Ce 27 avril 2023. Je souhaite donc lui rendre hommage aujourd'hui. M. Costa m'avait envoyé un message le 29 mars 2023, un mois avant son décès, afin de me féliciter pour mon activité inlassable et de grande qualité, me dire que le premier tome qu'il avait reçu était très intéressant et qu'il était fier d'être mon préfacier. Bon, de l'émotion dans cette ligne de recherche. Alors, je garderai aussi de mon côté de la fierté, celle d'avoir été préfacée par cet éminent juriste, humble, bienveillant et pourvu d'une grande humanité. Ce dernier message est un privilège et sera une précieuse source d'inspiration pour mes futurs travaux. Cette ligne de recherche a 2 sites internet qui sont dédiés au colloque, puisque dans cette ligne de recherche, j'ai organisé 2 colloques internationaux et pluridisciplinaires. Le premier, intitulé « La sensibilité animale, approche juridique et enjeux transdisciplinaires », qui s'est déroulé le 23 octobre 2020, et dont effectivement, donc vous pouvez voir que sur ce site se trouve donc l'intégralité du programme, l'intégralité des vidéos des interventions, mais aussi un onglet presse avec les articles qui sont sortis dans différents médias. Donc, vous pourrez effectivement consulter l'intégralité de ce site. Le second temps fort est un colloque toujours international et pluridisciplinaire intitulé « Quel droit pour les animaux ?», qui s'est quant à lui déroulé le 10 décembre 2021 à l'occasion de la Journée internationale des droits de l'homme et des droits de l'animal. Donc voilà, même chose, l'ensemble des vidéos des interventions sont disponibles également sur le site de la chaire Normandie pour la paix, mais effectivement les sites dédiés aux colloques sont un peu plus fournis puisque nous avons les biographies des intervenants, etc. notamment. Alors ensuite, nous avons, je vais passer à la slide suivante, les ouvrages qui ont été publiés, donc les actes enrichis et actualisés de ces colloques qui ont été publiés dans 2 beaux ouvrages en mars et en juin 2023 aux éditions Marie-Martin. Donc vous pouvez vous les procurer en librairie ou sur Internet. Ils sont également, d'ailleurs, je tiens à le souligner, disponibles dans plus de 40 bibliothèques universitaires actuellement. Alors, je souhaite éteindre le PowerPoint. Voilà, très bien. Alors, je tiens également à remercier les associations qui ont été partenaires de ces événements, L214, la Fondation Droit Animal, Éthique et Sciences, le Graal, l'ASPA, ainsi que la Société française de zoosémiotique. Toutes les informations, d'ailleurs, sur ces associations sont également disponibles sur les sites Internet dédiés au colloque que nous venons de vous présenter. J'adresse également mes remerciements au barreau de l'Ordre des avocats de Caen, dont Maître Gaël Balavoine, alors bâtonnier, nous a honorés de sa présence pour assurer la présidence d'une table ronde.
Alors, durant le premier colloque, nous avons 19 intervenants, des experts, juristes, biologistes, sémioticiens, philosophes, éthologues, vétérinaires et personnalités politiques venus de France et de l'étranger. Alors, nous avions le Canada, l'Italie, la Belgique, la Suisse, le Portugal et j'en passe, qui se sont succédés. Et 4 autres qui sont venus enrichir les actes du colloque. Donc, je tiens à leur adresser mes plus vifs remerciements. Donc, je vais les citer par ordre alphabétique. Sabine Brels, Diana Cerini, Georges Chapoutier, Jean-Paul Costa, Pierre-Jérôme Delage, Marie-Bénédicte Desvallons, Ludovic Dickel, François Glansdorf, Antoine Gottschel, Astrid Guillaume, Dominique Hofbauer, Brigitte Leblanc, Marie-Christine Le Breton, Loïc Dombreval, Cathy Morales-Frénois, John-Nicolas Morello, Jean-Marc Neumann, Yann Prisner-Levin, Marisa Caresma-Dos-Reis, François-Xavier Roudemar, Hélène Touy, Louis Vicente et Cédric Villani. Alors, si la sensibilité des animaux a été codifiée dans le Code rural et de la pêche maritime en 1976, au désormais célèbre article L214-1, elle n'a intégré notre Code civil qu'en février 2015. Le nouvel article 515-14 du Code civil dispose désormais que les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. Sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens. À la lecture de ce texte, on peut d'emblée relever l'absence de définition de l'animal et de la notion de sensibilité. Dès lors, de quels animaux et de quelle sensibilité parle-t-on ? La sensibilité est-elle la même pour tous les animaux, qu'il s'agisse d'un gorille ou d'une éponge de mer ? Le recours à d'autres notions ne serait-il pas mieux à même d'identifier la sensibilité de certains animaux ? Aucun colloque entièrement dédié à l'appréhension de la sensibilité animale et à la protection juridique de cette dernière ne s'était tenu dans une université française depuis l'avènement de l'article 515-14 de notre Code civil en 2015. Il m'a donc semblé nécessaire, 5 ans après, de nous pencher sur ces questions primordiales qui intéressent les juristes, mais également les biologistes, les éthologues, les philosophes ou encore les sémioticiens. Par ailleurs, il est évident que ces questions ne se posent pas qu'en droit français, et c'est la raison pour laquelle j'ai fait appel à des juristes étrangers afin de pouvoir bénéficier d'un regard comparé. Des interventions orales et des contributions écrites, nous pouvons notamment retenir qu'il est impératif que les juristes qui réglementent la façon dont l'espèce humaine doit traiter les autres animaux fondent les lois sur les connaissances scientifiques, ce qui fait actuellement défaut. Nous avons également pu apprendre que le mot « sentience », qui a fait son entrée dans le Larousse 2020, permet de mieux rendre compte de la capacité subjective de nombreux animaux, comme les mammifères, les oiseaux ou encore les céphalopodes, à ressentir les émotions, la douleur ou encore le bien-être. L'objectif affiché de ce colloque était également d'étudier les dispositifs existants ou à mettre en place permettant d'assurer la meilleure protection possible de cette sensibilité animale. La tâche n'était cependant pas aisée au regard de la configuration actuelle de notre droit positif qui classe les animaux en fonction de leur utilisation par l'homme. En effet, le degré de protection d'un animal n'est pas défini en fonction de son espèce et de sa sensibilité, mais en fonction de la catégorie que l'homme lui attribue. Tour à tour, nous nous sommes donc penchés sur le sort des animaux de laboratoire, sur lequel je me suis personnellement penchée, le sort des animaux utilisés dans les spectacles, et notamment la corrida, sur les animaux destinés à la consommation, ou encore les animaux de compagnie, dont la catégorie n'est pas uniforme, comme en témoigne la délicate situation des chiens dits de catégorie, ainsi que celle des nouveaux animaux de compagnie,
communément dénommé NAC, ce qui nous a été détaillé à l'écrit par Brigitte Leblanc, docteur vétérinaire. En ce qui concerne la sentience des animaux sauvages libres, elle n'est pas reconnue par notre droit. Par conséquent, les sévices et actes de cruauté à leur encontre ne sont actuellement pas pris en compte par le Code pénal. L'article 521-1 du Code pénal, punissant de 2 ans de prison et 30 000 € d'amende, les sévices graves et les actes de cruauté commis contre un animal domestique ou un animal sauvage uniquement lorsque celui-ci est apprivoisé ou tenu en captivité. Jan Prissner-Levin, docteur en droit et chargé de recherche à l'Institut Max Planck en Allemagne, nous a expliqué que la sentience de l'animal sauvage libre n'est quasiment pas reconnue non plus en droit international public, réduisant même l'animal à l'état de ressource naturelle. Ces tristes constats appellent à une évolution du droit en faveur de normes plus protectrices de l'animal sauvage, en vertu de sa qualité scientifiquement reconnue d'être sentient. Dès lors, nous nous sommes également intéressés à une possible modification du statut juridique de l'animal. Le droit italien a par exemple subi une modification importante après la participation au colloque de Diana Cerini, professeure de droit comparé à l'université Milano-Bicocca, et a justement pu actualiser sa contribution écrite pour la publication des actes. Par une révision constitutionnelle en date du 11 février 2022, l'animal a fait son entrée à l'article 9 de la Constitution italienne. À l'aune des différentes interventions comparées, il semblerait que la modification d'une combinaison d'instruments soit souhaitable pour améliorer la protection de la sentience des animaux. La modification des normes internationales, de la Constitution, de la législation et surtout une application du droit selon une vision globale. Je suis convaincue qu'il est absolument nécessaire que la politique s'empare de la cause animale pour faire avancer la condition animale. Pour la première fois, 11 partis politiques des droits des animaux, répartis à travers l'Europe, ont participé aux élections européennes de 2019. Les partis animalistes européens ont obtenu près de 2 millions de voix et le parti animaliste français, né seulement en 2016, a recueilli plus de 2,2% des voix. Le vote des citoyens démontre ainsi que le respect des animaux est un sujet important et que la question de leur protection est un débat d'intérêt général. Le parti animaliste, fondé dans l'objectif d'imposer la question animale dans le paysage politique, a d'ailleurs présenté la candidature d'Hélène Thuy à la présidentielle de 2022. Il est important de relever qu'aucun colloque universitaire organisé sur la question animale n'avait jusqu'alors dédié une table ronde à la cause animale en politique. Hélène Thuy, avocate, cofondatrice et présidente du Parti animaliste, a ainsi participé au colloque, tout comme le député Loïc Dombreval, qui a posé son regard sur la condition animale en France. Ils ont ainsi mis en lumière les principaux dysfonctionnements et notamment le fait que les différentes catégories d'animaux sont placées sous la responsabilité d'une multitude de ministères, empêchant une réelle politique de la condition animale en France. Si M. Dombreval n'a pas pu participer à l'ouvrage collectif, le député Cédric Villani, lui aussi très engagé pour la condition animale, a apporté une belle contribution écrite. Laetitia Romero-Dias, députée dépositaire et rapporteure de la loi visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter les liens entre les animaux et les hommes, adoptée le 30 novembre 2021, m'a d'ailleurs également fait l'honneur de rédiger une préface pour le second tome « Quel droit pour les animaux ?» Lors de ce second temps fort, 12 experts, là encore pluridisciplinaires, juristes, biologistes, historiens, philosophes, spécialistes en éthique, se sont interrogés sur les droits des animaux en France et à l'étranger, aujourd'hui et à l'avenir.
Je remercie donc également très sincèrement Éric Baratet, Florence Burga, Georges Chapoutier, Jean-Paul Costa, Valérie Giroux, Marine Lercier, Michael Lessard, Michel Lischal, Pauline Maléjac, Stéphane Pessina, Gilles Raoul Cormel et Laetitia Romero-Dias. On a pu observer une montée en puissance des droits des animaux à l'échelle nationale et internationale, même si la reconnaissance de droits aux animaux se heurte souvent à leur statut. C'est pourquoi il était important de mener une réflexion d'ensemble sur des sujets complexes, tels que la découverte de l'individualité animale et sa traduction juridique, l'octroi de la personnalité juridique aux animaux, ou encore la reconnaissance de droits fondamentaux à l'image de ceux destinés à protéger les animaux qui accomplissent un travail. Les questions relatives à la formation des magistrats, la juste application des textes qui répriment la maltraitance animale, ainsi que la création d'un défenseur des droits des animaux ont également été abordées, dans l'objectif de garantir le bien-être des animaux et de défendre leurs intérêts. Si d'autres peuples consacrent juridiquement l'animal comme une personne, ce n'est pas le cas de notre droit français, qui consiste à définir essentiellement les animaux comme des êtres vivants sensibles et, dans le même temps, de les soumettre au régime des biens ou des choses. Par conséquent, les humains invoquent parfois abusivement la culture pour se prévaloir de pratiques cruelles associées à notre civilisation, qui sont contraires au respect du bien-être animal, telles que la corrida, les chasses dites traditionnelles, ou encore le foie gras obtenu par le gavage forcé des animaux. Au regard de la sentience animale, ces pratiques doivent-elles encore être permises par le législateur ? Les traditions ne sont pas immuables et ne valent pas la peine d'être protégées si l'on prend conscience qu'elles sont inutiles et génératrices de souffrance. Notre civilisation ne devrait-elle donc pas se régénérer en tenant compte de la sentience des autres animaux ? Ces sujets méritent aujourd'hui une réelle prise de conscience de la part du législateur. Le droit international, mais également la plupart des législations nationales, ne peuvent en tout cas plus continuer à ignorer les avancées scientifiques démontrant que de nombreux animaux, y compris les animaux sauvages, sont des êtres sentients. La réification opérée par le droit est basée sur une vision obsolète de l'animal, véhiculée entre autres par Descartes, à une époque où les sciences naturelles, que sont la zoologie et l'éthologie, étaient balbutiantes. En résumé, le droit positif repose sur des préjugés, sur lesquels l'animal ne serait qu'une machine vivante, ne répondant qu'à des stimuli et dépourvu de raison, justifiant une approche utilitariste. Il est donc suggéré d'opérer un changement de paradigme en s'appuyant sur la déclaration de Cambridge de 2012, signée par les scientifiques les plus éminents, dont Stephen Hawking, qui conclut que la force des preuves nous amène à conclure que les humains ne sont pas les seuls à posséder les substrats neurologiques de la conscience. Des animaux non humains, notamment l'ensemble des mammifères et des oiseaux, ainsi que de nombreuses autres espèces telles que les pieuvres, possèdent également des substrats neurologiques. Sur cette base, il s'agit d'élaborer un nouveau corpus de textes juridiques qui tire toutes les conséquences des découvertes scientifiques démontrant le caractère sentient des animaux qui devrait justifier au minimum un droit à la vie, une prohibition contre les traitements infligeant une souffrance et toute forme d'exploitation humaine qui n'ont d'autres objectifs que la satisfaction de besoins secondaires non essentiels à la survie de l'espèce humaine. Ce changement d'approche est également en accord avec le principe darwinien selon lequel la différence entre l'homme et les autres animaux est une question de degré plutôt que de nature.
Alors, je souhaiterais maintenant, si elle est avec nous, nous connecter avec Marine Lercier. Ah, Marine, bonjour, chère Marine. Est-ce que vous m'entendez? Oui, bonjour. Ah, Bonjour, bonjour. merci à Un vous. grand merci à vous pour vous connecter aujourd'hui avec nous. Alors, vous êtes chercheuse prédoctorale et doctorante en droit des animaux à l'Université autonome de Barcelone en Espagne et vous avez participé au second colloque Quel droit pour les animaux, donc en décembre 2021. Et votre contribution a donc été publiée dans les actes parus au mois de juin 2023 aux éditions Marie-Martin. Alors, pourriez-vous brièvement nous expliquer la thématique sur laquelle vous êtes intervenu, s'il vous plaît? Oui, bonjour. Tout d'abord, bonjour à tous et merci beaucoup de m'avoir invité à intervenir. J'étais très contente, j'avais assisté au colloque que vous aviez organisé sur la sensibilité des animaux, que j'avais beaucoup apprécié. Et j'avais eu l'honneur de contribuer ensuite au colloque sur les droits des animaux. Donc, je vous remercie pour ça et je vous félicite encore pour la manière dont vous avez conduit cette ligne de recherche. Euh, alors, j'avais participé effectivement sur le thème d'un droit du travail pour les travailleurs animaux. J'étais intervenue sur l'état actuel du droit protégeant les travailleurs animaux, la lente émergence de protection pour les animaux au travail et les nombreuses lacunes évidemment qui persistent avec des conséquences dramatiques pour les travailleurs animaux. Et je proposais notamment un véritable droit du travail animal. Pour ça, je m'inspire du droit international des droits de l'homme et des conventions internationales de l'Organisation internationale du travail. Mon argument principal, c'est que les animaux ils pourraient bénéficier de la plupart des protections garanties justement pour les travailleurs humains, tout simplement en raison de leur caractère sentient, de leurs intérêts fondamentaux qui sont similaires quand ils travaillent et de leur rôle dans la société. D'accord. Donc, selon vous, en quoi finalement est-il important de reconnaître juridiquement qu'il existe des travailleurs animaux? Cette reconnaissance juridique, elle pourrait améliorer tout simplement leur traitement au travail. Elle aurait des conséquences très importantes, en particulier de les reconnaître comme des sujets actifs, plutôt que la manière dont on a l'habitude de les voir, passifs. On a du mal souvent à reconnaître leur conscience, la faculté qu'ils ont à prendre des décisions ou à agir, à mobiliser leurs capacités. Ils en ont de nombreuses. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a recours à leur travail, à leur capacité, à leur intelligence, leur créativité, toutes les capacités qu'ils peuvent avoir en fait, et ça donne lieu à de multiples travaux, de nombreux métiers. Faut pas avoir peur de dire que ils ont des métiers, les animaux. Euh, et bien sûr, des sujets de droit par extension. Mais il s'agit aussi de reconnaître leur souffrance au travail en tant que travailleurs exploités et d'y remédier par le droit, parce que c'est notre principal outil, hein. Et cette reconnaissance juridique, justement, du statut de travailleur animal, elle est essentielle pour leur assurer l'accès à la justice, parce que c'est aussi une question de justice sociale et de justice telle qu'on la connaît, hein. C'est notre petit bijou, la justice, et toutes les voies de droit dont on aimerait que les animaux y bénéficient, avec la personnalité juridique dont on va certainement parler. Euh, Oui, justement. et Alors, aussi, oui, je ne veux pas vous couper oui, la et parole, aussi, mais pardon, ouais, est-ce de que les juste... reconnaître Oui, comme tout à fait. membres de la société en raison de leur contribution. Parce que ça aussi, c'est très important. Notre société, elle n'est pas seulement humaine, donc notre droit, il ne devrait pas se limiter aux seuls humains. Et leur exclusion, elle limite toutes les opportunités qui pourraient se présenter à eux, notamment, par exemple, avoir accès à la sécurité sociale, aux soins. Ça, c'est ce à quoi on peut avoir accès quand on est membre de la société. Donc, c'est problématique parce qu'il pourrait avoir beaucoup d'autres protections. Donc, c'est pas seulement symbolique. Et aussi, enfin, la façon dont leurs collègues de travail humains ou leurs employeurs peuvent les voir, si on les reconnaît vraiment en tant que collègues et pas en tant qu'objet ou instrument ou ressource qu'on peut remplacer à l'infini, mais en tant qu'individu, ça change aussi le traitement dont ils peuvent bénéficier, plutôt qu'en abuser en fait ou les maltraiter. Ça change aussi leurs conditions de travail. Donc, ça change aussi la considération des animaux au travail. D'accord, très bien. Et alors, selon vous, effectivement, est-ce que la personnalité juridique et les droits fondamentaux sont des modifications à privilégier finalement pour garantir le respect de ces animaux travailleurs et de dans leur bien-être? Oui, évidemment.
parce qu'on voit que euh, la, la façon de faire, en fait, sans les droits, elle a trouvé ses limites. Jusqu'ici, on a essayé de faire sans. On voit que ça ne fonctionne pas. L'exploitation animale, elle ne recule pas, elle continue d'avancer même. La protection des animaux au travail, en tout cas, reste très embryonnaire, voire inexistante. Il y a un manque d'application et de mise en œuvre des protections des animaux en général. Sans droits fondamentaux, sans personnalité juridique, on a beaucoup de mal aussi à mettre en œuvre les protections des animaux. Et les droits aussi, ils ont une valeur symbolique, tout simplement. C'est bête, hein, mais c'est la façon dont on a de dire qu'on est, mon chat, pardon, de dire qu'on est quelqu'un et pas quelque chose. Et bah, aussi la personnalité juridique, tant qu'on n'aura pas un statut sinon égal, au moins équivalent aux êtres humains, on n'aura de cesse d'inférioriser, de continuer à inférioriser les autres animaux alors que ils sont tout aussi sentients. Et dans le contexte spécifique du travail, ils ont des intérêts similaires à ceux des êtres humains qui doivent être protégés et qui demandent une protection robuste. Et elle doit passer par le mécanisme des droits, sans parler des droits fondamentaux universels dont devraient bénéficier tous les animaux. Donc c'est une manière sérieuse de prendre en compte ces intérêts, parce que jusque-là, les protections proposées, elles n'ont pas du tout porté leurs fruits. Très bien. Alors concrètement, on pense par exemple aux chiens qui évoluent dans la police, par exemple, avec un droit à la retraite. Est-ce que vous auriez juste quelques petits exemples, peut-être concrets pour les personnes qui envisagent mal ce qu'on pourrait envisager pour les animaux travailleurs? Oui, alors un droit aussi très fondamental, et le premier droit de tous les animaux, par exemple, et qui pourrait s'appliquer peut-être même à tous les animaux, ce serait le droit de ne pas être forcé à travailler, tout simplement. Euh, Parce que tous les animaux ne sont pas forcément des travailleurs, et puis il y a des travaux qui peuvent être dégradants ou trop dangereux ou mortels, auxquels on pourrait penser et qui devraient être interdits tout simplement. Donc on peut imaginer que un animal ne devrait pas être forcé à faire un travail bah, qui mettrait sa vie en péril tout simplement. Ou évidemment un droit à la retraite. Ça c'est fondamental aussi, hein, parce que la plupart des animaux, une fois que leur carrière elle est terminée, bon bah à part si on a un propriétaire très gentil qui s'attache à l'animal, qui n'a qu'un animal et qui l'aime beaucoup, et qui a les moyens aussi, parce que c'est une charge financière hein, de s'occuper d'un animal. Par exemple, si on pense à un cheval, ça coûte pas mal d'argent quand même chaque mois de s'en occuper. Il faut penser à des mécanismes à mettre en place, à des fonds, par exemple, de retraite. Il faut imaginer quand même des systèmes, il faut que les pouvoirs publics participent, les employeurs, etc. Il faut imaginer un système quand même à mettre en place pour pouvoir financer les retraites des travailleurs animaux. Euh, un système de sécurité sociale aussi, parce qu'il y a des soins à assurer. Donc, c'est sûr qu'on met des obligations à charge des personnes qui détiennent les animaux, mais il faut aussi toujours avoir les moyens. Donc, il y a des soins qui peuvent coûter très cher. C'est comme dans le cas où on parle de mutuelles pour les animaux de compagnie, qu'on souhaiterait voir mise en place, notamment en partie animaliste, pour tous les animaux. Euh, euh, Très bien. Mais Il y je pense a déjà qu'on a énormément de... effectivement Oui, oui. un aspect En fait, global. la plupart des droits du travail dont bénéficient les humains, ils peuvent facilement être étendus aux travailleurs animaux. Même le droit à la représentation collective, en fait, ça pourrait se passer, tout comme le fait d'être représenté en justice, ça peut passer par les humains très facilement, puisque de toute façon, c'est pas l'animal qui va se représenter lui-même. Donc, il faudrait des instances pour représenter les animaux. D'accord. Et est-ce que vous pensez finalement que passer par le biais effectivement de la protection de l'animal travailleur pourrait ouvrir justement vers le statut de personne animale et accorder des droits fondamentaux aux animaux au sens large ensuite? Oui, absolument, puisque en fait, je pense que démontrer que dans un contexte bien spécifique, c'est possible, c'est un petit peu la porte ouverte
aux autres droits, puisqu'on ferait la démonstration que c'est pas si, ça n'a pas des conséquences si dramatiques et que c'est concret, c'est justifié, puisqu'on a des intérêts bien identifiés en présence. Ils sont similaires à ceux des humains. On a un système qui est déjà en place, celui les droits de l'homme, qui est quand même, qui a fait ses preuves, où en fait, avec l'expérience, on sait à peu près à quoi s'attendre, c'est prévisible, on sait de quel mécanisme on peut se servir. En fait, on a déjà le modèle, on a juste à l'appliquer, si je peux dire. Donc, on a un petit peu de sécurité quand même juridique. Ce serait pas un tel bouleversement au final. Oui, Donc, faut tout à pas fait. avoir peur de donner des droits aux animaux. Et je pense que Et ça puis, au rejoint final, il n'y aurait effectivement pas ce qu'on... il y aurait pas Voilà, tant de conflits que ça. tout à fait ce qu'on disait tout à l'heure avec cette vision globale finalement du vivant où il n'y a pas finalement tant de distinctions que ça et par le travail on le voit également. Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose, chère Marine? Euh, oui, simplement que de manière générale, je pense qu'il est temps de repenser la façon dont on catégorise les animaux en droit et dont on fait reposer leur protection sur la manière dont les humains souhaitent les utiliser pour chaque fois décider de leur degré de protection, alors que tous les animaux sont sentients et que c'est complètement incohérent parce que les individus d'une même espèce vont être soumis à des degrés de protection différents, alors qu'ils vont être sentients de la même façon. Et on en vient, et chacun le constate par lui-même, tous les jours, on en vient à un droit complètement incohérent qui donne lieu à la fin à des fondations du droit qui sont incohérentes. Et ça donne lieu à davantage d'insécurité juridique que le fait de proposer des droits pour les animaux. Très bien. Bah, écoutez, je vous remercie beaucoup. En tout cas, tout le monde vous remercie d'avoir pris de votre temps pour être parmi nous. Je sais que votre communication avait été très appréciée par le public et donc on peut la revoir Pour les sur animaux. le site internet et également, bien sûr, dans l'ouvrage collectif. Merci, merci beaucoup. Merci à vous. Au Merci à vous et revoir. félicitations. Merci Au beaucoup. revoir. Au revoir. Alors effectivement, s'intéresser aux droits des animaux dans ce second colloque nous a également permis de développer finalement notre vision parce que les droits des animaux ne doivent pas être envisagés séparément des droits de la nature. Cette dernière formant un tout interconnecté constitué de 3 règnes, minéral, végétal et animal. La question de la reconnaissance de la personnalité juridique et de l'octroi des droits fondamentaux aux animaux n'est donc pas sans résonance avec la personnalité juridique qui a pu être attribuée à des entités naturelles comme des forêts, des montagnes, des glaciers ou des fleuves, en Équateur ou en Nouvelle-Zélande notamment. Et c'est Stéphane Pessina qui est intervenu sur ces questions, notre collègue juriste normand. Dans cette perspective, les peuples autochtones représentent un terrain d'étude particulièrement inspirant et porteur d'enseignements au regard de leur mode de vie en harmonie avec la nature et les autres animaux. Il apparaît alors essentiel de s'interroger sur l'influence que pourrait avoir l'approche biocentrée des civilisations autochtones sur notre civilisation, dont le droit est anthropocentré. Alors, il n'est bien évidemment pas possible de vous livrer aujourd'hui une présentation exhaustive des travaux qui ont été réalisés et de relater surtout toute la richesse des interventions parmi plus de 14 heures de colloques et plus de 500 pages d'ouvrages. Alors j'ai choisi de donner la parole aux autres et de vous diffuser une vidéo que j'ai montée à partir d'extraits de plusieurs interventions, même si les choix sont toujours délicats à opérer, et de photos afin de mieux vous immerger dans l'univers de cette belle ligne de recherche. Vous verrez également qu'à la fin de cette vidéo, 2 juristes qui sont intervenus dans le cadre du premier colloque sur la sensibilité animale, Sabine Brels
et Marisa Caresma dos Reis, qui nous vient du Portugal, ont tenu à vous enregistrer, et en français pour Marisa, une courte vidéo que j'ai inclue dans le montage, que vous allez voir dans quelques minutes, et donc qu'elles soient ici sincèrement remerciées pour leur brillant travail. Nous nous retrouvons à l'issue de la vidéo pour conclure et évoquer ensemble très brièvement les perspectives d'avenir. Je tiens à remercier donc Madame Aloïse Ken pour l'organisation de ce colloque. Merci d'avoir pensé à associer à vos travaux les avocats. Mes confrères ici présents vous confirmeront qu'ils sont consultés de plus en plus pour des dossiers concernant ou impliquant des animaux. Il y a désormais l'animal victime, l'animal auteur, l'animal objet, l'animal de compagnie, l'animal outil de production, l'animal de consommation, l'animal de spectacle, l'animal de laboratoire. La liste n'est pas exhaustive. Certains justiciables sont même à la recherche d'avocats spécialisés en droit de l'animal, spécialité qui n'existe pas dans notre profession. Les avocats sont donc particulièrement concernés par cette thématique. L'approche transdisciplinaire que vous nous proposez aujourd'hui sera passionnante, j'en suis certain. Merci beaucoup de l'avoir organisée dans une belle ville de Caen. Bienvenue à tous et bonne journée. Rapidement, pour René Descartes, le langage est le support de la pensée. Les animaux n'ont pas de langage, donc ils n'ont pas de pensée, donc ils n'ont pas d'âme, donc ils n'ont pas de subjectivité, ils n'ont pas d'émotion, ils n'ont pas de sentiments, donc ce sont des automates. Et en réaction à cette théorie, il va y avoir tout un tas de textes intéressants. Parmi ceux que personnellement j'aime beaucoup, il y a cette formule d'Étienne Bonneau de Condillac dans son traité des animaux, qui dit qu'il est impossible de concevoir que le mécanisme seul puisse régler l'action des animaux. Il y a plus autre chose dans les bêtes que du mouvement. Ce ne sont pas des automates purs, elles sentent, que si elles sentent comme nous. Quelques dizaines d'années plus tard, Voltaire va tenser ce qu'il appelle les machinistes, donc Descartes et Malebranche à sa suite. « Réponds-moi, machiniste, dit-il. La nature a-t-elle arrangé tous les ressorts du sentiment dans cet animal afin qu'il ne sente pas? A-t-il des nerfs pour rester impassible ?» Un petit peu plus tard encore, Jean-Jacques Rousseau va s'interroger aussi sur plutôt la nature de la considération qu'on se doit entre nous, entre humains. Et il va noter que si je suis obligé de ne faire aucun mal à mon semblable, c'est moins parce qu'il est un être rationnel que parce qu'il est un être sensible. Et ma citation préférée, c'est celle d'un philosophe britannique, vous connaissez peut-être, qui s'appelle Jeremy Bentham, qui vient d'une petite note de bas de page de son introduction au principe de la morale et de la législation, qui date de 1789. C'est une date qui est intéressante pour nous, en France, même si lui, évidemment, n'a pas connu la Révolution, mais c'est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et Bentham, de l'autre côté de la Manche, réfléchit de son côté aussi à cette notion de droit universel. Et il se demande si on doit donner des droits à chaque être humain, sur quoi est-ce qu'on le fonde? Est-ce qu'on le fonde sur l'origine sociale, géographique, la race, le genre, l'âge, quoi? Et à un moment donné, dans sa réflexion, il se dit que... Donc il retient la sensibilité comme critère fondamental, et il se dit que peut-être, dans les sociétés du futur, d'ici 200 ou 300 ans, les sociétés du futur accorderont des droits aux animaux, parce que la question qu'il faut se poser à leur sujet est la même que celle qu'il faut se poser pour nous. La question n'est pas peuvent-ils raisonner, ni peuvent-ils parler, mais peuvent-ils souffrir? Et pour Bentham, si un individu, humain ou non humain, peut souffrir, alors nous avons une responsabilité dans les différentes relations que nous entretenons avec eux. Alors depuis l'article 214-1 de 1976, il y a eu l'article, ce qu'on a appelé l'amendement de la vanille en 2015, donc devenu l'article 515-14 du Code civil. Vous connaissez peut-être la formulation. Les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. Point. Et il y a une deuxième phrase. Sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens. C'est-à-dire que dans le même mouvement, dans le même texte,
Le droit reconnaît à la fois la sensibilité des animaux comme une évidence scientifique et en même temps permet que les utilisations économiques qui les contraignent, qui leur nuisent, voire même qui leur coûtent la vie, puissent se perpétuer. Donc on a une contradiction là qui est quand même extrêmement forte. Et donc l'enjeu, et c'est tout l'enjeu de ce colloque, c'est de faire de la sensibilité un thème majeur. Parce que quand on aura assumé collectivement que les animaux ressentent, comme nous, qu'ils vibrent, qu'ils souffrent, qu'ils espèrent, quand les acrobaties mentales qui nous permettent jusqu'ici de l'ignorer seront devenues indéfendables, alors on se retrouvera devant la vaste responsabilité devant laquelle nous met le fait que les animaux ressentent. Merci beaucoup. Je vais vous donner quelques éléments sur ce que le biologiste peut apporter au juriste. Le respect des animaux et les impératifs moraux qui lui sont associés sont des thèmes philosophiques de plus en plus présents dans nos jours, et sur le plan de la morale, c'est sans doute très heureux. Or, les animaux sont fondamentalement des êtres vivants, dotés de fonctions biologiques très particulières, comme la sensibilité ou l'intelligence. Comme je voudrais vous le montrer ici, leur protection ne peut pas faire abstraction de la prise en compte de ces spécificités biologiques. Les conditions pratiques de respect des animaux, c'est-à-dire les bases conceptuelles sur lesquelles peut s'appuyer leur protection concrète et finalement, dans les états de droit, la législation qui peut les protéger, ne peuvent ignorer leur nature biologique et la manière précise dont elles fonctionnent. Si le souhait de respecter les animaux est donc bien, à son origine, un problème axiologique, les bases de son exercice pratique ne peuvent pas éviter de prendre en compte des données scientifiques. Voyons donc un peu plus précisément ce que le biologiste peut apporter au juriste dans ce domaine. Notre réponse portera sur 2 points essentiels. Qu'est-ce qu'un animal? Qu'est-ce que la sensibilité animale? Les animaux forment un ensemble complexe d'êtres très différents, qui vont de l'éponge à la pieuvre ou du ver de terre à l'abeille. Sans oublier, bien sûr, les animaux vertébrés comme le poisson rouge, le chimpanzé ou l'homme. Le règne animal n'est pas un ensemble linéaire, mais un buisson de structures très variées, chacune adaptée à son environnement. Il n'existe donc pas d'être vivant supérieur, dans l'absolu. Chaque espèce ou chaque groupe manifeste sa spécificité et sa supériorité, entre guillemets, dans son domaine particulier. Pour les vertébrés et les pieuvres, dotés d'un puissant organe cérébral, ces spécificités se manifestent notamment sur le plan mental. Nous y reviendrons un peu plus loin. Les zoologistes modernes tentent à exclure de l'animalité les êtres à une seule cellule, jadis appelés protozoaires. Seul mérite de nos jours le terme d'animaux les êtres pluricellulaires qu'on appelle les métazoaires. Mais même parmi ces animaux, des différences considérables existent, notamment concernant la sensibilité. C'est devenu un lieu commun de dire que les animaux sont des êtres sensibles. Encore faut-il ne pas oublier de quelle sensibilité particulière il s'agit. Une plante, je reprends un peu ce qu'a dit Hofbauer tout à l'heure, une plante, c'était le micro, ou même une pellicule photographique sont des êtres sensibles à la lumière. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit chez les animaux d'une sensibilité de type nerveux, portée par des entités biologiques qu'on appelle les cellules nerveuses ou neurones, cette sensibilité qui, dans certaines conditions, peut conduire à la douleur ou à la souffrance. Je rappelle ici encore la phrase prophétique de Bentham, la question n'est pas peuvent-ils raisonner, peuvent-ils parler, mais peuvent-ils souffrir? Plus précisément, comme beaucoup de traits biologiques, cette fonction nerveuse qui est l'aptitude à souffrir se manifeste dans le monde vivant par des paliers successifs. Un petit nombre d'espèces animales ne possèdent pas de sensibilité du tout. C'est le cas par exemple des éponges ou du ver solitaire. Sur ce point particulier de la sensibilité nerveuse, ces animaux particuliers ne se distinguent pas des végétaux. La plupart des animaux possèdent en revanche des processus nerveux qui les alertent sur les stimuli extérieurs, excès de chaleur, de froid, de pression, susceptibles de menacer l'intégrité de leur corps. On appelle ces processus des processus de nociception. Ils ne supposent pas a priori une pensée consciente. Mais chez ceux des animaux qui disposent de structures cérébrales complexes, apparaissent de nouvelles aptitudes, de nouveaux paliers liés à la nociception, notamment, et en général liés entre elles d'ailleurs, des paliers liés entre eux, les aptitudes à la douleur et à la souffrance. On considère qu'il y a douleur lorsque la nociception est associée à des émotions. Et on considère qu'il y a souffrance lorsque la nociception est associée à des processus cognitifs, c'est-à-dire une conscience de cette nociception. Chez les vertébrés, dont les structures cérébrales sont bien connues, les émotions sont gérées par un ensemble de noyaux cérébraux
qu'on appelle le système limbique, et la conscience par ce qu'on appelle le cortex cérébral. On a donc chez les vertébrés une idée des bases cérébrales de la douleur et de la souffrance. La question reste largement posée pour d'autres groupes animaux. Chez les mollusques céphalopodes, comme la pieuvre qui a été évoquée, les aptitudes intellectuelles sont telles que l'existence de la conscience ne fait aucun doute. Des structures comparables au cortex cérébral des vertébrés ont été décrites chez ces animaux. La question des émotions, peut-être liée à des changements de couleur, chez ces animaux, reste à l'étude. L'ensemble de la question reste aussi posée pour d'autres groupes d'invertébrés, où les phénomènes d'extension de la nociception sont encore largement à l'étude, comme les crustacés décapodes, comme le homard, ou certains insectes, comme les abeilles, qui sont capables de maîtriser des règles cognitives. Il faut toutefois rappeler ici que les connaissances scientifiques peuvent évoluer. Elles ne sont jamais totalement définitives et peuvent être modifiées sur des points particuliers, même si la plupart des connaissances acquises ont de bonnes chances de demeurer. En ce qui concerne les limites zoologiques évoquées ci-dessus, l'avenir dira si les crustacés décapodes ou les abeilles disposent d'une forme de conscience, mais le caractère conscient des vertébrés, par exemple, ne paraît pas, quant à lui, pouvoir être remis en question. On le voit, la question de la sensibilité animale change considérablement qu'on la rattache ou non à des processus conscients. Ce lien entre nociception et conscience est tellement important pour la discussion des normes morales que certains auteurs, on l'a dit tout à l'heure, ont proposé d'utiliser le terme anglophone de sentience qui renvoie justement à la nociception consciente. C'est un terme que j'utiliserai moi-même, et ici encore, je pense qu'Astrid Guillaume, qui est spécialiste de sémiotique, va nous le décrire beaucoup plus précisément dans quelques minutes. La définition actuelle du mot sentience que j'ai retrouvée là sur Wikipédia, donc très grand public. En éthique animale, le concept de sentience est un concept central, puisqu'un être sentient ressent la douleur, le plaisir, diverses émotions. Il est capable d'éprouver des choses subjectivement et d'avoir des expériences vécues. Un être sentient est également un être conscient, donc ça c'est très important pour le bien-être animal. Et l'éthique animale part du constat que la sentience implique à minima la capacité d'éprouver douleur et plaisir. Donc la sentience fait ce qui arrive à un être sentient lui importe. Donc c'est très important dans l'éthique, dans la religion, dans la philosophie, en sciences, mais j'ai envie d'ajouter également sur le plan sociétal et politique. Ce que ça permet de voir, c'est qu'on prend en compte avec le mot sentience non seulement les émotions, beaucoup plus que dans la notion de sensibilité, ce qui est important pour en particulier l'évolution du droit, dans les maltraitances animalières en général, et dans tout ce qui va être optimisation du BEA. On va également retrouver pour les animaux dits d'élevage des indicateurs différenciés du BEA. On peut améliorer tout ce qui est risque de santé ou de maltraitance liée au stress, en particulier dans les abattoirs ou dans les cages. Et on peut hiérarchiser plus facilement les différents types de dangers qui sont liés à la sentience animale. Donc, pour les animaux sauvages en captivité, cela est également très important puisque on voit aujourd'hui les maltraitances qui ont lieu dans les cirques, éventuellement dans les zoos, dans différents types de contextes, dans les élevages de fourrure, etc. Et pour finalement mieux décider législativement parlant, juridiquement parlant, la fin des trafics, la fin de la chasse à courre, la protection des habitats, etc., la notion de sentience est très importante. C'est vrai pour les animaux mammifères, on y pense prioritairement, mais c'est vrai également pour des vertébrés, enfin pour les invertébrés auxquels on ne pense pas toujours, mais les invertébrés, et ça je pense que Georges Chapoutier pourra en parler mieux que moi, par exemple la pieuvre peut très certainement être qualifiée d'animal sentient, ce qui est moins vrai par exemple de l'éponge. L'éponge n'est certainement pas un animal sentient, c'est un animal sensible en revanche. Donc, cela peut avoir aussi des conséquences sur nos activités humaines, sur la biosphère, sur les mers en général et sur la protection de la faune, mais également de la flore. La flore qui, à mon sens, est sensible alors que les animaux dont je parle sont plutôt sentients.
Donc, j'en arrive au 7e point. Sensible, sensibilité, donc sensibilitas, sens sensible en latin, ça va être tout ce qui relève des sens physiologiques et des sensations, c'est-à-dire les 5 sens, et puis des perceptions thermiques, électriques, visuelles, auditives, c'est-à-dire que tout être vivant, végétal et animal est sensible. Donc là, je fais un petit clin d'œil à L214 qui a pour slogan « tous sensibles ». Je dis oui, ils sont effectivement tous sensibles. Oui, mais attention, puisque dans Sentience, on a bien plus que la notion de sensibilité, on a également le raisonnement, les émotions, les compétences cognitives, les performances comportementales, les relations de l'animal avec autrui, donc l'empathie, l'entraide, les traumatismes par exemple. Donc l'animal dit d'élevage, l'animal sauvage, l'animal domestique, certains invertébrés sont des êtres sensibles, mais également des êtres sentients. Donc, pour conclure, et j'espère que j'ai bien respecté mes délais, on peut dire que l'introduction d'un nouveau mot dans le dictionnaire et les débats est très important, puisque ça permet de pénétrer, je dirais, différentes sphères sociétales, que ce soit la politique, l'économie, la culture, l'environnement, l'informatique, absolument tout. Et quand on parle du mot sentience, eh bien, ça touche aussi bien les sciences que le droit, la linguistique, l'éthique, l'environnement, et ça s'introduit tout à fait bien dans notre problématique de colloque d'aujourd'hui, puisque d'un côté, on a effectivement un enrichissement de la langue française avec un nouveau mot, et ça, c'est jamais à négliger, c'est très important que la langue française s'enrichisse. On a des précisions supplémentaires pour le bien-être animal, par exemple pour tout ce qui concerne les situations de stress, de peur, mais également de bien-être et d'épanouissement. Et puis, on a beaucoup moins d'imprécisions traductologiques sur le plan juridique. Donc, je vais citer aujourd'hui aussi Donald Broom, qui est un professeur de bien-être animal à Cambridge, qui est intervenu dans un colloque de la LFDA en 2015, qui a été publié, dont les actes ont été publiés dans l'ouvrage Le bien-être animal de la science au droit, qui est gratuit en ligne sur le site de la LFDA. Donald Broom avait dit ce jour-là, je crois que c'est très important que sentience ne soit pas traduit par sensible. J'espère qu'il y a beaucoup de Français qui comprennent ceci. Alors lui, bien sûr, il est de langue anglaise et il comprend la perte sémantique qu'il y a à traduire le mot sentience par sensible. Donc moi j'ai été enchantée de voir que le Larousse 2020 avait compris nos appels, puisque le Larousse 2020 a fait entrer le mot sentience dans sa nouvelle édition avec cette définition que je vous présente. Sentience pour un être vivant, capacité à ressentir les émotions, la douleur, le bien-être et à percevoir de façon subjective son environnement et ses expériences de vie. On a affaire à une opinion publique qui est de plus en plus sensible à la question de la condition animale. Les sondages répétitifs indiquent que les citoyens et les citoyennes veulent voir dans leur pays, en France, des améliorations majeures portées sur la question des animaux quels qu'ils soient. Les chiffres sont tout à fait significatifs. La part de cette population française sensible à la question est croissante. Les associations de protection animale elles-mêmes le disent. Jamais le sujet n'a été aussi présent à l'agenda médiatique. Jamais n'ont été autant sollicités. Probablement que cette sensibilité à la condition animale auprès de la population a été accélérée par l'action d'un certain nombre d'associations de protection animale, parfois très militantes, et je pense en particulier aux vidéos d'L214 qui ont probablement depuis quelques années accéléré cette prise de conscience de certains problèmes qui pouvaient se poser dans nos abattoirs, dans le transport, dans un certain nombre d'élevages en France, et donc une action centrée sur la question de l'élevage, sachant que le sujet dépasse largement dans l'opinion publique cette question seule de l'élevage pour aller également sur des questions qui concernent l'expérimentation animale, la faune sauvage captive ou d'autres types d'animaux. Et bien évidemment, les politiques et la politique doivent tenir compte de cette particularité, de cette attente de la population.
Une des raisons du retard de la France en matière politique sur ces sujets de conditions animales est sans doute liée à la multiplicité des ministères qui sont en charge de la gestion du sujet. Je vais vous donner un exemple qui va vous montrer une des raisons, à mon avis, principales pour laquelle le sujet avance si lentement. L'animal de compagnie est un animal particulier détenu par plus d'un foyer sur deux en France. On parle du chien et du chat, et maintenant des nouveaux animaux de compagnie. Ils sont plus de 60 millions en France, quand on compte tous les poissons, les oiseaux, les rongeurs, les chiens et les chats. L'animal de compagnie est sous la responsabilité du ministre de l'Agriculture, ainsi que le sont tous les animaux de production, les animaux d'élevage. Bien, une fois qu'on a dit ça, qu'en est-il des animaux sauvages ? Eh bien, les animaux sauvages, qu'ils soient en captivité ou qu'ils soient en liberté, sont sous la responsabilité du ministère de la Transition écologique et solidaire. Ça veut dire que les questions liées à la biodiversité, liées au loup, à l'ours, à la chasse, aux dauphins ou aux orques détenus en captivité, aux animaux détenus par les cirques, aux animaux sauvages qui sont détenus pour produire de la fourrure, je pense aux visons. Tous ces animaux sont sous la responsabilité donc d'un deuxième ministre, le ministre de la Transition écologique et solidaire. Troisième catégorie d'animaux, je parle des animaux d'expérimentation. Eh bien, ceux-là, ces animaux d'expérimentation, quels qu'ils soient, du petit rongeur au primate, eh bien, sont sous la responsabilité du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Troisième ministre en charge des animaux. Et puis, si on s'intéresse à la question des animaux de production, évidemment, les veaux, les vaches, les cochons et les poulets, eh bien là, ils sont sous la responsabilité, évidemment, de nouveau, comme les animaux de compagnie, du ministre de l'Agriculture. Et puis, quand on s'intéresse ensuite à d'autres sujets qui sont des sujets plus transversaux et qui impliquent la condition des animaux, la condition de vie des animaux, quand on va parler d'éducation, de sensibilisation, ça sera évidemment le ministère de l'Éducation nationale. Et puis, quand on parle, par exemple, de la question des chiens dits dangereux, eh bien, ce sera sous la responsabilité du ministre de l'Intérieur. Et puis, si on parle évidemment de la question des sanctions pénales qui doivent être mises en œuvre quand il y a des actes de cruauté, de maltraitance ou simplement de négligence vis-à-vis des animaux, eh bien, ces sujets-là sont traités par le ministre de la Justice. Autant vous dire qu'entre tous ces ministères, et de façon assez évidente, eh bien, on se renvoie parfois un petit peu la balle, et puis on traite les sujets de façon très parcellaire, très ponctuelle. Bref, il n'y a pas de véritable politique de la condition animale dans notre pays, parce que ce sont de nombreux politiques qui s'en saisissent. Enfin, je pense que si l'on veut avancer sur la question de la condition animale de la politique, il faut personnifier son traitement politique, il faut personnifier le traitement politique du sujet. On a évoqué la question d'un ministre, on a évoqué la question d'un secrétaire d'État, on a évoqué la question ou d'autres. Je pense que, sans même parler de ministère ou de secrétariat d'État, je pense que ne serait-ce qu'un délégué interministériel à ces questions, délégué interministériel évidemment, au regard du caractère éminemment interministériel de la question, est une bonne solution. Il faut que ce sujet soit porté de façon claire et précise par quelqu'un ou quelqu'une qui va s'en occuper. Ça peut être également un défenseur des droits. C'est une proposition que j'ai rédigée dans mon rapport de mission gouvernementale, qui m'a été soufflée par quelqu'un, je pense, qui mérite toute notre admiration, qui s'appelle Robert Badinter, et qui a eu cette idée de défenseur des droits, au fond de cette autorité administrative indépendante qui permettrait de faire avancer ce sujet de façon également, là aussi, transpartisane, puisque, pour le coup, c'est bien un sujet particulièrement beaucoup voyagé aujourd'hui au Portugal, en Allemagne, en Italie, au Canada, en Suisse, en Belgique. Et je pense que nous avons beaucoup appris sur les différentes pratiques et législations. Et j'espère surtout que ce colloque aura à minima nourri la réflexion sur la sensibilité animale et sur les pistes d'amélioration de la protection animale. Je suis en tout cas certaine que nous avons, pour reprendre une phrase prononcée par Maître Goetschel, parlé avec un cœur chaud et une tête froide sur la condition animale au sein d'une université française. Et c'est déjà un événement en soi, d'autant que c'est une thématique qui était inédite sur le territoire normand. Je vous remercie.
ce colloque international et transdisciplinaire s'inscrit dans la droite ligne de la loi visant à lutter contre la maltraitance animale et à conforter les liens entre les animaux et les hommes, qui vient d'être publié ce 1er décembre 2021 au Journal officiel de la République française. Et il s'agit du premier colloque en France à se tenir après la promulgation de cette loi, et précisément aujourd'hui, le vendredi 10 décembre 2021, à l'occasion de la Journée internationale pour les droits des animaux. Le 10 décembre est également la date de célébration de la Journée internationale des droits de l'homme. Et elle n'a bien entendu pas été choisie au hasard, puisque les droits de l'animal touchent directement les droits de l'homme. En effet, l'homme est aussi un animal, et notre conception anthropocentrée du monde nous conduit trop souvent à l'oublier. Pourtant, l'homme ne diffère que de degré, mais pas de nature, des autres animaux. Et cette date symbolique a donc pour objectif de dessiner un trait d'union entre les droits de l'homme et les droits de l'animal. L'objectif est également d'initier un débat public sur le traitement des animaux non humains. Alors, les animaux ont-ils des droits? Quels sont les droits que leur reconnaît le droit français? Quel est leur statut? Qu'en est-il à l'étranger? On observe une réelle montée en puissance à l'échelle nationale et internationale des droits des animaux, même si la reconnaissance de droits aux animaux se heurte parfois à leur statut, freinant ainsi les avancées attendues par la population. L'octroi de droits aux animaux transforme à la fois nos manières de penser, de raisonner et de mettre en œuvre le droit. Dès lors, dans une approche transdisciplinaire et constructive, intervenants et participants seront amenés à s'interroger sur les droits des animaux en associant l'éthique, la philosophie, l'histoire ou encore la littérature. Il s'agira donc de mener une réflexion d'ensemble sur les grands principes que recouvre cette notion, mais aussi sur les possibilités d'accroître les droits des animaux en pratique. Est-ce qu'on réussira un jour à passer d'un droit contre les animaux, c'est-à-dire d'un droit qui aménage la manière dont on peut les tuer et les exploiter, à un droit qui protège réellement leur bien-être et leurs intérêts? Surtout, est-ce qu'on passera enfin du droit animal, c'est-à-dire de l'ensemble des normes légales qui concernent les animaux, aux droits des animaux au pluriel, comme le demandent non plus seulement les militants de la cause de la libération animale, mais aussi des chercheurs de plus en plus nombreux qui se penchent sur nos obligations morales et sur nos devoirs de justice envers les autres animaux. Je ne connais évidemment pas l'avenir, mais ce qui est certain, c'est que la situation actuelle des animaux en droit civil québécois est bien incertaine, bien inconfortable, et c'est peut-être ce qui permet le plus d'espérer qu'à propos des autres animaux, on se décide enfin, bientôt, à rapprocher le droit de la justice. Je finirai mon exposé en citant une phrase d'Emmanuel Kant. Cette phrase a été citée par le juge dans l'affaire des hippopotames, parce que je crois que les juges aux États-Unis ont beaucoup plus de liberté que les juges français, qui peuvent citer les philosophes dans leurs décisions. Et Emmanuel Kant a dit « On peut juger du cœur d'un homme d'après sa manière de traiter les animaux ». Je vous remercie. Le 23 octobre 2021, j'ai eu l'honneur de participer à un événement international dédié au thème « La sensibilité animale, approche juridique et enjeux transdisciplinaires » dans lequel j'ai discuté la sensibilité des animaux des spectacles, regard comparé sur la corrida, ce qui a donné lieu à un article publié ultérieurement, rédigé en collaboration avec Louis Vicente. Cet événement et les travaux ultérieurs ont été organisés sous la direction scientifique d'Aloïs Kesn, à qui je suis très reconnaissant pour l'opportunité et l'intérêt que nous avons porté à ce que nous avons à dire et à qui, certainement, les animaux doivent beaucoup pour l'apporter que c'est encore
plus grande ouverte dans le débat juridique après l'achèvement de cette grande entreprise. Dans notre exposition, nous avons analysé à travers un exercice de droit comparé impliquant le Portugal, l'Espagne, la France et touchant la réalité de l'Amérique latine, les incompatibilités juridiques entre les régimes d'exception dans le cadre de la répression des mauvais traitements infligés aux animaux, comme dans le cas des exceptions prévues pour les animaux utilisés dans le taromaquis, les apports de la science et les nouveaux paradigmes du droit en Europe, maximé Portugal, Espagne et France, et en Amérique latine, maximé Colombie et Brésil. Nous soutenons que les droits culturels utilisés comme argument pour sauvegarder ces régimes d'exception, ceux-ci ne sont pas absolus et exigent un équilibre avec d'autres manifestations et identités culturelles contradictoires. Il ne faut pas beaucoup de recherches pour s'en rendre compte partout dans le monde entier. Le droit reflète la distinction immémoriale que nous faisons entre les êtres humains auxquels nous attribuons la qualité de personne et les êtres non humains qui sont catalogués comme des choses ou dans les systèmes juridiques plus avancés en matière de protection des animaux, comme un tertium genus, qui aboutit à une troisième catégorie qui se situe conceptuellement entre les choses et les personnes. Les animaux n'ont pas encore accédé au statut intermédiaire entre les personnes et les choses et conservent leur statut de bien mobilier ou immobilier. Ces changements qui apparaissent dans plusieurs systèmes juridiques sont les résultats de ce que la science a déjà déclaré dans la célèbre déclaration de Cambridge, que les animaux non humains possèdent des substrats neuroanatomiques, neurochimiques et neurophysiologiques, des états de conscience ainsi que la capacité de présenter des comportements intentionnels et la reconnaissance conséquente d'une valeur morale aux animaux avec des conséquences éthiques inéluctables. Ils ont fini par être considérés comme des détenteurs d'intérêts comme les humains. Cependant, le droit rend ces intérêts disponibles en fonction du niveau de sacrifice que l'espèce Homo sapiens est prête à faire au détriment des sciences. L'approche anthropocentrique a toujours été justifiée, même lorsque l'intérêt animal en jeu est notable et que l'intérêt humain n'est pas de première nécessité, comme c'est le cas de l'utilisation souvent cruelle des animaux à des fins de divertissement. La tauromachie est l'une des manifestations humaines où l'on peut observer une résistance à l'avancement de la protection des êtres sensibles. Cette exception en particulier nous semble peu justifiable à la lumière d'une interprétation actuelle du patrimoine constitutionnel et par conséquent, nous défendons la nécessité de repenser le droit et d'évoluer sur ce chemin déjà commencé mais loin d'être terminé. Ce fut un plaisir de contribuer au débat et nous espérons que ce n'était qu'une bonne graine pour ce qui reste à venir. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Je suis la docteure Sabine Brels et j'ai publié ma thèse en 2017 sur le droit du bien-être animal dans le monde, en particulier son évolution et son universalisation. Je tiens aujourd'hui à remercier chaleureusement Aloïs Ken de m'avoir impliquée dans ses travaux pour les animaux ces dernières années et de me permettre aujourd'hui de vous adresser ces quelques mots en vidéo, à défaut de pouvoir être présente avec vous. Pourtant, j'aurais bien aimé rencontrer d'autres Normands, l'étant moi-même de naissance, avant d'avoir été parachutée dans le sud de la France, où j'ai pu assister toute petite à une corrida qui m'a à la fois traumatisée et révoltée. Depuis, j'ai voulu consacrer ma vie à mieux protéger les animaux, grâce au droit, vers une justice véritablement universelle pour tous. Aujourd'hui, je vais vous parler brièvement du droit des animaux
Non seulement en théorie, puisque je viens du monde universitaire, mais aussi en pratique, puisque j'ai ensuite travaillé ces 10 dernières années pour des organisations internationales actives pour la protection des animaux, dont le GAL, pour le droit animal global, l'Eurogroupe et la Fédération mondiale pour les animaux. En théorie comme en pratique, un constat évident s'impose. Le droit des animaux est en train de prendre une importance croissante à l'échelle mondiale. Tout d'abord en tant que discipline du droit, de plus en plus enseignée mondialement, mais aussi en tant que texte de droit positif, puisqu'on peut observer la multiplication et la mondialisation des lois nationales et des instruments européens et internationaux de protection des animaux, et ce depuis plus de 2 siècles. Des premières lois anti-cruauté au XIXe siècle, vers des lois pro-bien-être au siècle dernier, et aujourd'hui de nouvelles lois sur les droits des animaux, comme au Panama ou en Équateur. Ces dernières lois font suite aux décisions de justice sur les droits à la vie et à la liberté pour certaines espèces, comme le cas des cétacés en Inde, des grands primates en Argentine ou en Équateur et d'un éléphant au Pakistan. Et ces décisions ont aussi présenté l'intérêt d'étendre la notion des droits aux animaux vivants et de leur personnalité juridique en tant que sujet de droit au sens large. Et bien entendu, s'intéresser aux droits de chaque individu vivant va bien au-delà du fait de s'intéresser à la préservation des espèces animales menacées d'extinction, dont le droit international de l'environnement s'est occupé déjà depuis le siècle dernier. Mais depuis le début de ce nouveau millénaire, le droit international s'intéresse de plus en plus au bien-être des animaux. Et cette préoccupation a même été considérée récemment par le droit de l'ONU, organisation universelle par excellence, lors de son adoption de la première résolution des Nations Unies pour le bien-être animal, en lien avec la protection de l'environnement et le développement durable. Selon moi, cette résolution constitue la pierre fondatrice de l'universalisation du droit du bien-être animal. Et cette évolution s'inscrit aussi dans le cadre de l'objectif onusien de vivre en harmonie avec la nature d'ici 2050. Car pour être en paix sur la Terre et avec la Terre, il faut également être en paix avec les autres êtres vivants. En effet, la demande mondialisée en faveur du renforcement de la protection des animaux provient de la prise de conscience qu'ils sont des êtres sensibles ou sentients et que leur bien-être mérite d'être protégé. Non seulement pour eux-mêmes, mais aussi parce que les animaux en tant qu'individus ont longtemps été laissés sur la touche au niveau mondial. Aujourd'hui, nous réalisons enfin que la protection des droits humains et de l'environnement ne peut être vraiment complète qu'en protégeant aussi les droits des animaux non humains. Malgré la présence croissante des lois nationales et d'autres instruments supranationaux censés les protéger, les animaux continuent pourtant de souffrir quotidiennement de crimes à leur encontre, et ce partout dans le monde. Qu'il s'agisse de meurtres massifs, de génocide d'espèces, de séquestration, de déportation, de torture, etc. Voici encore le lot quotidien d'un nombre colossal d'animaux dans tous les pays du monde. Les actes précédemment énoncés sont la définition même des crimes contre l'humanité. Et ils sont internationalement interdits pour les êtres humains. Mais ils demeurent encore largement autorisés pour les autres animaux. On compte environ 4750 crimes par minute dans le monde, et ce seulement pour les animaux destinés à la consommation. Peut-on réaliser un chiffre pareil? C'est pourquoi, selon moi, les droits de l'homme et de l'environnement doivent être protégés avec ceux de l'animal. Car comme nous, les animaux ont le droit fondamental de vivre, d'être libres et de ne pas être maltraités. C'est pourquoi les recherches, comme les actions, doivent continuer à évoluer en ce sens, en vertu de l'interdépendance du vivant et pour aller vers une seule santé, un seul bien-être et un seul droit, universellement juste envers tous les êtres. Pour moi, ce n'est qu'en ce sens que nous pourrons vraiment faire la paix avec les autres êtres vivants, mais aussi avec nous-mêmes. C'est ma conviction la plus profonde. Merci beaucoup pour votre attention et belle cérémonie à tous.
C'est bon? Tout le monde m'entend? C'est parfait. Écoutez, un grand merci à tous pour avoir suivi cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura donné l'envie d'aller visionner finalement les interventions sur les sites internet dédiés au colloque, mais surtout de lire les ouvrages, d'ailleurs que je ne vous ai pas encore présentés. Voilà, ces deux magnifiques ouvrages, j'espère que nous les voyons bien, dont je suis vraiment très fière. On dit que les paroles s'envolent, mais que les écrits restent. Alors, au regard de la qualité de tous les intervenants, ces deux ouvrages méritent sincèrement que vous leur fassiez une place dans vos bibliothèques. Alors, s'agissant des perspectives, 2 minutes, très brièvement, je suis très heureuse de vous annoncer que le 25 mai 2023, j'ai été nommée membre junior de l'Institut universitaire de France au titre d'une chaire innovation. Et mon projet de recherche va s'étendre sur 5 ans. Il vise à faire progresser la compréhension et la mise en œuvre du concept One Health, que j'étudie déjà dans le cadre de ma clinique juridique One Health, une seule santé, afin de contribuer au changement de notre relation au vivant pour une cohabitation harmonieuse entre les humains, les animaux et la nature. À travers une approche pluridisciplinaire et comparée, il s'agira d'étudier de nouveaux instruments de protection des animaux et de la nature afin de rendre effectif le droit à un environnement propre, sain et durable. Il s'agira également d'introduire le concept One Medicine, une seule médecine, pour un encadrement juridique de la médecine traditionnelle et son intégration dans le système de santé national, mais aussi pour un rapprochement des médecines humaines, animales et environnementales. Alors, je suis très honorée d'entrer dans cette prestigieuse institution et outre la reconnaissance de mon travail par mes pairs, ma nomination marque également la reconnaissance de l'importance des sujets sur lesquels je travaille et le rayonnement des travaux que j'ai initiés au sein de la chaire Normandie pour la paix. Auparavant délaissés, ces sujets que sont la santé unique,
ou encore effectivement le droit des animaux, le droit de la nature sont aujourd'hui promus tout en haut de notre paysage universitaire, ce qui est le signe d'une réelle avancée dans la recherche et l'enseignement supérieur. Les travaux que j'ai entrepris au sein de la chaire Normandie pour la paix pourront ainsi être poursuivis, approfondis et développés. J'espère donc que vous serez nombreux à continuer de me suivre dans la poursuite de ces travaux qui s'annoncent là encore passionnants. Et je terminerai par une citation extraite de la préface rédigée par Jean-Paul Costa dans le second tome, « Quel droit pour les animaux ?» Contrairement à ce que certains pensent, les droits des animaux ne me semblent pas concurrencer les droits humains, ils se complètent, puisque l'article 4 de la Déclaration de 1789 proclame que la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui, serait-il absurde, au XXIe siècle, d'imaginer que la notion d'autrui peut englober aussi les animaux? Claude Lévi-Strauss avait évoqué l'animal comme le plus autrui des autrui. Voilà, je remercie sincèrement la région Normandie, le CNRS, la MRSH, avec Pascal Buléon ainsi qu'Émilie Gaillard, mais aussi l'ensemble des acteurs impliqués, de m'avoir permis d'assurer la direction de cette ligne de recherche. Merci à tous. Bon, nous allons nous accorder 10 minutes de pause. Étonnamment, on avait 40 minutes d'avance sur le programme et on a perdu toute l'avance, mais on va prendre quand même 10 minutes de pause. Merci beaucoup. Bonjour à nouveau à toutes et à tous. On va reprendre notre programme. Vous avez vu depuis ce matin à peu près 4 lignes de recherche, à savoir les indicateurs juridiques de l'effectivité du droit de l'environnement sous la direction du professeur Michel Prieur. Nous avons vu ce matin la ligne droit des peuples autochtones et justice transitionnelle en binôme avec Leslie Clou. Nous avons vu la ligne de recherche bioéthique, biodroit avec Amandine Caillol, Bénédicte Bévière-Boyer par l'Esprit et moi-même. Et à l'instant, la ligne droit des animaux qui est une sous-ligne parmi effectivement 3 lignes que j'ai pensées de manière systémique dans la ligne de recherche numéro 1 que je présenterai plus en avant demain. La ligne de recherche numéro 1 est sur le processus de métamorphose des droits et des systèmes juridiques, droit de la nature, droit des générations futures, droit des animaux.